Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo à l'extérieur. C'est super, vraiment ce temps qui se réchauffe, on peut enfin sortir, le soleil qui est là, c'est génial. Et bien justement aujourd'hui on va parler un peu de stress. Un petit peu, pas trop quand même, pour pas se stresser trop non plus. Donc je vous ai préparé une vidéo essentiellement consacrée au stress, on dira le bon stress et le mauvais stress. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Et je vais vous parler déjà en fait, donc surtout dans la médecine occidentale, donc on a le stress. Et tout d'abord un petit point historique, c'est qu'en fait pendant très longtemps on a parlé du stress quasiment uniquement dans le domaine industriel, le stress quand on parle des métaux. Et ensuite on a commencé à parler du stress dans la santé, chez les hommes. Donc en fait on voyait ça un peu comme une déformation aussi quelque part. Dans les métaux on parle de déformation des métaux. Et bien là c'est la déformation chez l'homme, la déformation du psychique. Donc c'est devenu de plus en plus d'ailleurs, dans le langage courant, quand on parle de stress, on parle plus souvent du stress chez l'humain. Maintenant la définition du stress, c'est en fait l'adaptation, c'est la réaction d'adaptation de l'organisme pour le maintien de l'équilibre du mental et du corps. Donc en fait on parle comme si on parlait d'un système d'homéostasie. Donc il y a du stress. Il y a un certain niveau de stress et dès qu'on dépasse ce niveau de stress, ça devient mauvais pour l'organisme. Donc en fait, c'est plutôt d'un point de vue biologique qu'on parle de ça, une réaction à l'intérieur, surtout dans les aspects psychologiques. Et donc en fait, on distingue le bon stress du mauvais stress. Vous en rendez bien compte, c'est bon, on en reparlera ensuite. Le bon stress, c'est celui qu'il nous faut quand même tous les jours pour faire des choses, pour être créatif, pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Alors, il peut y avoir différentes sources de stress. Donc, on a les sources physiques, mentales, sociales et émotionnelles. On a des petits stress, donc des événements mineurs et aussi des événements importants. Donc, on a aussi des choses qui sont des stress positifs et des stress négatifs. Et on a aussi par exemple le stress exceptionnel. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche ou vous avez un événement important dans votre vie, un mariage, une naissance, c'est un stress. Mais vous avez aussi des stress négatifs. Par exemple, ça peut être un décès, ça peut être un stress négatif ou un accident. Donc tout ça, ça fait partie des sources. Ensuite, on a les stress inattendus et les stress prévus. On sait qu'on a un événement important, c'est un stress prévu. Mais un événement inattendu, un accident, bien sûr, c'est forcément inattendu. On peut avoir un stress lié à la prise de médicaments. Et on peut avoir un stress de tous les jours. Donc on a le stress de la vie de tous les jours, le stress du travail, le stress dans la famille, le stress dans plusieurs niveaux dans la vie. Et ensuite, on a dans le sentiment d'impuissance aussi, on peut avoir une certaine dose de stress. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réaction au stress? En fait, le cerveau va donner une alerte et on va y avoir des réactions physiologiques immédiates. Dans un événement stressant, peut-être immédiatement lors de l'événement. D'accord ? Donc, on a par exemple une augmentation du rythme cardiaque. On a une augmentation, une constriction des vaisseaux sanguins et donc aussi une montée d'adrénaline. On le sent, par exemple, on est dans un entretien d'embauche, on est dans une rencontre, vraiment une rencontre importante pour notre carrière, par exemple. Et donc on va avoir une préparation de l'organisme dans une réaction de fuite ou de lutte. Alors vous entendez les moutons là, ils sont contents, les moutons, il fait beau. Ils sont tous dehors, ils sont super contents. On revient.
Donc l'organisme va se préparer à une lutte ou une fuite. Et on a donc, si c'est un stress exceptionnel, alors dans ce cas, il ne faut pas que ce stress soit récurrent, sinon on finit par avoir du stress chronique. Alors ensuite, donc on a différentes attitudes vis-à-vis du stress et ça va dépendre vraiment de chacun. Un même événement va avoir des conséquences stressantes qui vont être assimilées de manière totalement différente d'une personne à une autre. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne et de l'événement en question. Donc il peut y avoir une réaction très forte ou il peut y avoir juste une réaction quasi normale, habituelle. Alors il existe, alors je vous mettrai dans la vidéo, il existe un test pour savoir si on est stressé. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo et je vous montrerai un peu et vous pouvez avoir un résultat instantané pour savoir si vous êtes à l'instant où vous faites le test. Bien sûr, vous êtes dans une situation de stress. Si vous faites le test demain, vous serez peut-être dans un niveau totalement différent. Donc ça peut évoluer de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine. Ça peut évoluer d'un événement à un autre. Alors, on revient sur les symptômes, donc les réactions en fait physiques du stress. Et par exemple, dans les symptômes physiques, on peut avoir des tensions musculaires, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, des maux de tête, des migraines. On peut avoir des vertiges, on peut avoir le souffle court ou de grosses fatigues en réaction à un événement stressant. Ensuite, en termes de symptômes émotionnels ou mentaux, dans une situation de stress, on peut avoir l'agitation, l'irritation, on peut avoir aussi l'indécision, on peut avoir l'inquiétude, l'anxiété, on peut avoir le manque de joie, la mélancolie, la baisse de libido. Et par rapport aux symptômes comportementaux, on va avoir par exemple une perception négative de la réalité. En fonction de l'événement, il peut y avoir une réaction négative ou une réaction positive. Bien sûr, si c'est positif, ça ne sera pas autant stressant que si c'est une réaction négative. Ça peut provoquer des désorganisations, des difficultés dans les relations, de l'absentéisme au travail, une tendance à s'isoler, des abus d'écran et de télévision, se sentir vraiment las et vouloir tout simplement ne rien faire. Consommation aussi accrue d'alcool, de tabac, de drogue, de caféine, de sucre, de chocolat. Et il peut y arriver aussi des situations dans lesquelles on va être dans l'évitement d'une situation exigeante. On sait qu'on va avoir un événement stressant, on va s'en défaire. Ensuite, dans ces trois tableaux, donc les symptômes physiques, émotionnels et comportementaux, on va avoir la difficulté à se concentrer et une faible estime de soi. Si on n'arrive pas à réagir d'une manière positive vis-à-vis d'un stress, on va se retourner envers soi-même et on va avoir une réaction d'estime faible de soi. Donc, dans un événement stressant, il va y avoir 3 stades. Je vous mettrai aussi un petit schéma par rapport à ça dans la vidéo. Donc, on a le premier stade qui est le stade d'alarme. Que ce soit un stress prévu ou un stress inattendu. On va avoir un stade d'alarme, c'est-à-dire que l'organisme va se préparer à la fuite ou à la lutte. Alors, si tout se passe bien, on va passer outre. Et on va arriver au stade de résistance. Donc là, donc si ça ne se passe pas bien, ça va être la fuite. Si on est au stade de la résistance, on va résister. Et on va faire face. Et on va s'épuiser. Et au plus on va s'épuiser, et on va arriver à un stade d'épuisement total. Et donc là, ça va être vraiment le relâchement complet et on va perdre son énergie et on va tomber vraiment dans une situation très néfaste pour la santé.
Donc ça peut bien sûr provoquer des problèmes de santé, voire la dépression, des états dépressifs, des envies de rien, comme je disais tout à l'heure. Donc vraiment, il faut se méfier. Il faut vraiment observer l'organisme quand on se trouve dans une situation stressante, surtout, je dirais peut-être les situations inattendues. Dans les situations prévues, on peut se préparer auparavant. Dans les situations inattendues, l'organisme aura tendance à avoir des réactions assez aiguës, donc il vaut mieux être prévenu à l'avance pour pouvoir mieux réagir. Alors justement, il y a 3 types de personnes. Les personnes qui ont une haute tolérance au stress et qui vont pouvoir résister plus longtemps. Mais il ne faut pas se leurrer. On a toujours tous une limite à laquelle on va quand même tomber, et on va tomber de haut. On a les personnes qui sont intolérantes au stress et donc il va plutôt y avoir un phénomène de fuite par rapport à un événement stressant. Et on a aussi les personnes qui sont accros au stress. On revient à la première catégorie, on peut être tolérant au stress, mais on va arriver à un moment, on est accro au stress, mais on va retomber quand même. On ne va pas y arriver pendant des années et des années. Ça peut durer des années, être accro au stress, courir tout le temps, faire 36 choses à la fois, mais à un moment, on va retomber quand même et on va se retrouver dans des maladies très certainement beaucoup plus graves et aiguës que quand on a une certaine tolérance au stress. On va pouvoir aller loin, mais on va s'arrêter quand même avant d'en arriver au pire. Alors quand on parle de stress aigu ou de stress chronique, c'est là où on tombe vraiment dans des situations très dangereuses pour la santé. Donc quels sont les symptômes dans lesquels on va se retrouver pour arriver dans un stress intense? C'est par exemple, on va accumuler des situations de stress. On va avoir un problème dans la famille, un problème au foyer qui va créer une situation de stress. Puis on va ajouter à cela un stress au travail. Puis peu de temps après, on va rajouter un stress dans la famille. Par exemple, dans la famille élargie, les parents, les grands-parents, des problèmes de santé, des tâches au niveau de la famille qui vont nous demander plus de notre temps, qui vont s'accumuler, et là on va se retrouver dans un stress chronique parce qu'on n'a pas pu faire face à un stress puis s'en décharger, un deuxième stress et s'en décharger. Là on va se retrouver dans une accumulation de situations stressantes. Et donc on pourrait avoir bien sûr au niveau du stress chronique des personnes qui sont anxieuses. Et là ça va rajouter encore plus sur le poids du stress sur la personne. On a des problèmes d'anxiété qui va se rajouter du stress à la famille, du stress dans le travail, du stress dans le foyer. Et là ça va augmenter et ça va donc ça va ajouter des agents de stress à l'agent de base du stress, l'agent source du stress au départ. Ensuite, on a des situations difficiles et la personne n'arrive plus à modifier sa réaction. Il n'arrive même plus ni à fuir ni à lutter. Et donc là, on se retrouve aussi dans des situations chroniques de stress. Et donc, plus on rajoute du stress chronique, plus on rajoute un stade aigu à ce stress. Et donc, ça chevauche dans le temps. Ça n'a pas le temps de se terminer qu'un autre arrive. Et donc, on finit par être complètement avalé, par être engouffré dans ces situations de stress. Il faut savoir aussi que des personnes sont très régulièrement dans des situations de stress sans s'en rendre compte. Et bien sûr, si vous êtes capable de parler à ces personnes-là qui sont dans votre entourage, que vous vous rendez compte qu'elles ont des situations stressantes, aidez-les à se rendre compte de leur situation. Alors ça, c'est donc le stress, je dirais, le stress positif, le stress négatif. Il peut y arriver aussi une forme de stress qui est liée, donc dans tous les cas, à des situations de stress, des événements de stress inattendus, non prévus.
Et là, on parlera aussi de stress post-traumatique. Il arrive un événement stressant et cet événement va rester comme un traumatisme dans le mental, dans l'esprit de la personne. Et donc, ça va provoquer des troubles anxieux sévères. Donc, c'est la plupart du temps des stress venant de traumatismes importants, que ce soit des traumatismes qu'on a vécu soi-même ou dont on a été le témoin. Donc les symptômes de ce genre de stress post-traumatique, ce sera par exemple les insomnies, les cauchemars, l'irritabilité ou l'isolement. Et ça peut être aussi ces quatre en même temps. Il peut y avoir aussi de la colère, de la peur, de la violence ou de l'abus de substances et bien sûr la dépression. Il peut y avoir aussi des situations d'évitement, c'est-à-dire quand on a été dans une situation de stress, dans un certain environnement, on va vouloir éviter cet environnement. Par exemple, si on veut éviter la foule, si on a eu un problème dans la foule, on va éviter les situations de foule. Ou par exemple dans les transports en commun. Si on a été agressé dans les transports en commun, on évitera de prendre les transports en commun. Alors il peut y avoir aussi le syndrome du survivant. Si on a fait partie d'un événement traumatisant et où très peu de personnes ont été survivantes, le stress post-traumatique peut se manifester par le syndrome du survivant. Sentiment aussi de culpabilité. Donc, les prises en charge de ce genre de stress post-traumatique sont totalement différentes, bien sûr, que dans des situations de stress. De stress aigu ou chronique. Il va y avoir, bien sûr, un besoin d'une thérapie spécifique, faire certains exercices avec un thérapeute, psychothérapeute ou psychiatre, psychologue. Et il peut y avoir aussi d'autres manières de travailler dans cette prise en charge avec, par exemple, le EMDR. Donc c'est un acronyme anglais qui veut dire Movement Desensitization and Reprocessing. En français, ça donne désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Donc c'est le travail sur les yeux qui ont de très bons résultats quand on s'adresse à des professionnels. Alors on peut utiliser la technique de yoga, du Tratak, que je mets dans certaines vidéos, que j'ai déjà mis aussi dans une vidéo séparée, donc vous pourrez aller la revoir. Donc c'est travailler sur le mouvement des yeux. Et il peut y avoir aussi l'utilisation de l'hypnose. Il peut y avoir aussi l'utilisation de l'EFT, donc c'est le Emotional Freedom Technique, donc c'est la technique de la libération émotionnelle. Donc là aussi c'est une méthode qui peut être utilisée, alors c'est en fait des tapotements sur certaines parties du cerveau, enfin du crâne, sur certaines parties du visage, de la cage thoracique. Il peut y avoir aussi l'acupuncture qui a de très bons résultats, la sophrologie, et le neurofeedback. Donc tout ça, ce sont des techniques qui sont utilisées essentiellement en stress post-traumatique. Alors maintenant, comme vous le savez, je travaille avec l'Ayurveda aussi. Et donc en Ayurveda, on va travailler sur le stress, donc essentiellement. Il peut y avoir aussi une partie, on va travailler avec des personnes en stress post-traumatique, mais on commencera plutôt par travailler avec des personnes qui ont des problèmes de stress chronique. Alors, ce qu'il faut savoir, donc si vous êtes un peu au courant de l'Ayurveda, les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Donc, les situations de stress sont prises totalement différemment pour les Vata, les Pitta et les Kapha. Donc, souvenez-vous, Vata, c'est essentiellement une composition d'air et d'espace, d'éther. Donc imaginez, ce sont des personnes qui sont très souvent dans des problématiques justement d'anxiété, de dépression, facilement atteints par le stress. Donc chez les Vata, on va pouvoir imaginer qu'en fait, le Vata va être facilement stressé.
Donc c'est quelqu'un qui a une tendance à courir un peu dans tous les sens, à faire plein de choses en même temps, à s'emballer pour des choses nouvelles, à vouloir toujours changer de choses différentes, à avoir beaucoup de mal à se concentrer sur une chose et puis à répondre au téléphone, à envoyer des SMS, à envoyer des emails et à faire 36 choses à la fois. Donc ce qu'on va essayer de chercher au niveau du Vata, c'est de ralentir. Donc vraiment c'est retrouver l'idée de l'équilibre du Vata par canaliser son énergie. Donc c'est vraiment retrouver le calme, chercher la relaxation, essayer de ramener le Vata vers la terre. Donc il va y avoir une partie alimentaire, donc essayer de retravailler sur tout ce qui est revenir vers l'élément de la terre, donc le sel, le sucre va ramener le Vata sur la terre, mais surtout on va travailler à ralentir le Vata, à l'allonger, à faire du yoga lent, pour qu'il puisse vraiment, voilà, vous voyez, je ralentis aussi ma façon de parler, pour qu'il puisse vraiment se sentir revenir vers son point d'équilibre. Ouais. Maintenant, on va voir au niveau des Pitta. Alors, les Pitta sont des gens qui se mettent facilement en colère, qui ont un comportement plutôt obsessionnel. Donc, au niveau du Pitta, le Pitta va être stressé quand il n'obtient pas ce qu'il recherche. Donc, c'est un leader, le Pitta, il va chercher à obtenir ce qu'il veut, ce qu'il n'a pas, il va devenir très en colère. Donc, ce qu'on va essayer de chercher chez le Pitta, c'est de se détacher du contrôle, essayer de l'éloigner, le lâcher prise, d'engager le Pitta dans le lâcher prise. Ok, il y a des choses qui sont pas faites, c'est pas grave. Ça va prendre du temps, c'est pas grave. On va vraiment travailler sur ce lâcher prise. Parce que le Pitta se sent submergé dans sa situation obsessionnelle de contrôle et du pouvoir. Donc on va essayer de travailler sur le lâcher prise. On va essayer de travailler sur la libération, alors au niveau du Pitta, donc on travaille plutôt sur le feu et l'eau. Donc on va essayer de ramener le Pitta aussi vers la terre. Par exemple, le Pitta, au niveau de l'alimentation, pourra manger peut-être plus de choses à goût sucré. Ça ne veut pas dire des sucreries et des pâtisseries, hein. Donc faites attention à ça. Mais on va essayer d'éteindre le feu du Pitta. Par exemple, si le Pitta est en colère, dans ce cas, qu'il prenne une douche froide, ou qu'il aille nager, ou qu'il aille courir dehors quand il fait frais, qu'il aille vraiment se ressourcer dans la nature. Ça va le faire redescendre et le calmer. Alors, au niveau du Kapha, donc le Kapha, c'est une personne qui est plutôt reliée à la terre et à l'eau. Donc là, le Kapha, c'est plutôt un stress interne. Il va se stresser, mais c'est plutôt par la perte de ses repères. Par exemple, le Pitta est très attaché au niveau du cœur. Donc l'amour des autres, la reconnaissance est très important pour le Kapha. Donc le stress va venir de cette sensation de perte. Donc ça va le déprimer s'il sent qu'il perd quelque chose. Donc il va falloir essayer de ramener un peu plus de feu chez le Kapha. Donc on va plutôt le sortir de son inertie. Son stress va être un peu ça. On parlait tout à l'heure dans les symptômes, le Kapha il sera plutôt à aller se poser dans son canapé et ne rien faire, regarder des vidéos, regarder des séries, et il va plutôt être dans la fuite. Vis-à-vis d'un élément de stress, d'un événement stressant, le Kapha va plutôt se retirer. Il ne va pas lutter. Il va se retirer, il va se cacher. Il va peut-être aussi tomber dans des excès de stimulants, par exemple le chocolat, le sucre, l'alcool, des choses comme ça. Donc il faut vraiment remonter le dynamisme du Kapha
en travaillant sur remettre un peu du feu dans l'organisme du cafard, en lui faisant manger des choses piquantes, en le faisant sortir faire un bon jogging, une bonne course, en le mettant dans un sauna pour voilà, réanimer un petit peu le feu du cafard. Ouais. Alors quelques conseils dans tous les cas de toute façon vis-à-vis du stress pour les Vata, les Pitta ou les Kapha, c'est qu'en fait prenez soin d'observer vos pensées. Prenez soin d'observer vos pensées négatives et d'essayer de les transformer en pensées positives. Il y a de bonnes techniques de sophrologie et de relaxation guidée, de yoga nidra qui peuvent vous aider dans ce sens. Alors regardez sur des vidéos dans YouTube, il y a des yoga nidra que j'ai dans mes vidéos et je vais commencer prochainement à vous mettre des exercices de sophrologie. Ah ah. Donc après, il peut y avoir des méditations sur l'ancrage, surtout pour les Pitta et les Vata, je dirais. Les Kapha ont plutôt besoin de se bouger, donc on évitera peut-être plus les méditations d'ancrage. Mais donc méditation d'ancrage dans les situations de stress, ça sera vraiment revenir aux fondamentaux finalement. Réfléchir un peu à tous les éléments stressants qu'on peut avoir autour de soi et à toutes les souffrances qu'on se provoque en soi et observer ces souffrances. Essayer de s'imaginer et de travailler sur par exemple la compassion. Regarder autour de soi les personnes qui sont souffrantes et qui sont aussi des éléments de stress et essayer de voir un peu, de leur partager notre compassion et on va vraiment ressentir à quel point on va se recentrer sur en fait l'important par rapport à soi-même. On peut aussi travailler sur le lâcher prise, comme je disais tout à l'heure, pour les Pitta essentiellement. Mais ça peut aussi être un bon élément pour les Vata. On peut travailler, donc dans le bouddhisme, on travaille sur la méditation, sur la vacuité. Je vous laisse là pour maintenant sur ce mot de vacuité. C'est quelque chose qui est quand même intéressant à connaître, mais il faut travailler sur des éléments en amont avant d'arriver sur la vacuité. Ensuite, on va travailler sur les massages, les automassages. En Ayurveda, il y a de très bonnes huiles de massage qui permettent vraiment de se recentrer sur soi-même, d'arriver à sentir les sensations dans le corps ou de revenir encore une fois aux fondamentaux. Pour aussi travailler sur soi-même, on peut travailler sur la gratitude par exemple. On peut aussi travailler avec des mantras en sanskrit ou des mantras qu'on peut se faire en français ou dans toute autre langue qui vous chante si vous avez une langue maternelle autre que le français. On peut travailler aussi sur la générosité. Exprimer sa générosité permet aussi de se recentrer et en fait de partager, de penser aux autres, de se lâcher prise de ses problèmes personnels. On a aussi, bien sûr, je vous parlais tout à l'heure des aliments. Pensez aussi aux aliments qui peuvent améliorer votre santé par rapport à votre dosha. Donc si vous ne connaissez pas encore votre dosha, contactez-moi. Je pourrais vous envoyer un test qui vous permettra de connaître votre dosha et de pouvoir vraiment travailler sur votre alimentation pour améliorer votre santé au quotidien. Donc, en dernier point, on se retrouve à regarder d'un peu plus près l'impact de Ojas. Donc Ojas en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle la force, l'énergie, la puissance intérieure. Donc en fait, il y a plusieurs manières de travailler sur Ojas, mais on pourra retenir pour cette séance d'aujourd'hui que c'est quelque chose qui est important pour cultiver sa lumière intérieure. Donc c'est tout un tas de pratiques qu'on pourra mettre dans cultiver Ojas qui pourront permettre vraiment de travailler dans le fond du problème,
du stress, essentiellement, enfin, que ce soit pour le stress de tous les jours ou pour le stress chronique ou pour le stress aigu. Et donc c'est des pratiques très intéressantes que je vous invite à voir avec un praticien d'Ayurveda pour la plupart, ou avec votre professeur de yoga. Donc je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur le pouce, et si vous voulez vous abonner, cliquez sur la petite cloche. Surtout restez branchés aussi. Juste après, vous pouvez accéder à la vidéo sur la pratique de thérapie, donc le yoga thérapie pour les situations de stress. Donc j'ai préféré faire séparément, comme ça vous pouvez décider de regarder uniquement la théorie ou uniquement la pratique, ou bien les deux, l'un après l'autre. Donc je vous remercie beaucoup. Namasté à tous et à toutes, et profitez bien, et pas de stress.